Bonjour, bonjour. Nous allons Bonjour. aujourd'hui parler du Chili. Pourquoi le Chili? Parce qu'il y a eu une révolte l'année dernière donc, contre les mesures néolibérales du gouvernement Piñera et de manière plus générale sur les structures politiques et économiques du Chili. Cette révolte a notamment débouché en termes politiques à un futur référendum qui aura lieu donc le 25 octobre pour demander aux Chiliens s'ils veulent une nouvelle constitution et les modalités de rédaction de cette nouvelle constitution. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Chili, c'est en ébullition permanente. Effectivement, on en a entendu parler l'an dernier quand il y a eu ces révoltes dans les rues de Santiago et des grandes villes chiliennes. On en entend beaucoup moins parler aujourd'hui dans les médias dominants. C'est pourquoi le site lesderives.info vous invite à décortiquer et analyser ce qui se joue actuellement au Chili. Pour cela, nous sommes avec Pierre Capanera, qui est un fin analyste et en tout cas observateur de ce qui se passe en ce moment au Chili. Et puis, disons que le personnel joint le professionnel, l'utile à l'agréable, puisque Pierre était au Chili lors du début de la révolte d'octobre 2019. Pierre, comment ça va? Ça va bien. Pour te raconter, je suis effectivement arrivé au Chili début octobre 2019. Le but était tout simplement, avec ma femme, de passer un moment important de notre retraite là-bas, puisqu'elle est chilienne, et on comptait partager un peu notre vie entre les deux pays. Et dans la semaine où nous sommes arrivés, a commencé la lutte des lycéens, pas des étudiants, c'était les lycéens. Oui, pour l'augmentation du ticket de métro, c'est ça? Exactement. Ils refusaient l'augmentation de 30 pesos du ticket de métro. Et pour la méthode de lutte était tout simplement de laisser les portes du métro ouvertes, et ça voulait dire évader, passe gratis. Et la répression a été brutale, mais le soutien à ce mode de manifestation, de soutenir la revendication de façon très concrète en évitant de payer le ticket, a été en même temps excessivement populaire. La répression a été disproportionnée contre ces très jeunes qui avaient 16, 17 à peine, et il y a eu une sorte d'incompréhension, je dirais, de l'ensemble des Chiliens par rapport à la façon dont les carabiniers intervenaient contre ces gamins, quoi. Et Faut le dire. Pierre, comment est-on passé de la revendication, enfin, donc contre l'augmentation pour le ticket de métro, à une contestation plus générale du modèle politique chilien? Comment ça s'est opéré, cette évolution? Je dirais que ça s'est opéré de façon brutale et soudaine. Il n'y a pas eu une espèce d'évolution. Il y a simplement que ce refus de l'augmentation, la brutalité de la répression, le fait qu'immédiatement les métros étaient fermés, le couvre-feu, etc., etc., d'un seul coup, toutes les revendications et toutes les luttes d'avant se sont retrouvées dans cette lutte des lycéens. Il y a eu une sorte de cristallisation immédiate. Ça n'a pas été une évolution pendant des mois, on rajoute une revendication, une autre. Non, d'un seul coup, tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait été revendiqué les années d'avant, d'un seul coup ressurgissait et faisait bloc. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait dans les semaines qui ont suivi ce 18 octobre 2019, on parlait des retraites, on parlait de la santé, on parlait des facultés qui étaient payantes. Et tout ça, c'était des thèmes sur lesquels il y avait eu des luttes importantes toutes les années précédentes. Par exemple, sur la question des retraites par répartition, qui est un point excessivement sensible, puisque là-bas, il n'y a que de retraites par capitalisation individuelle et que les retraites à la fin sont minables.
Ah oui, Elles c'est sont, médiéval, effectivement, le système des retraites au Chili, qui est un peu le modèle qu'on veut nous imposer en France aussi, au passage. et Je crois que exactement, c'est exactement le modèle que veut nous imposer Macron en France. Alors, il le fait, lui, plus pas à pas. Au Chili, ça s'est fait de façon brutale dans les années 80, mais c'était la dictature et l'opposition était sauvagement réprimée. Donc, sur cette question des retraites, par exemple, l'année en 2018, l'association NOMAS AFP, qui veut dire plus de pension de retraite, de ce système de pension, avait réuni des millions de Chiliens dans la rue. Et, alors, et pareil pour les revendications des étudiants. Il y avait eu en 2011 et puis plus tard des, des, des manifestations très importantes et très populaires et très suivies, très soutenues par tout le monde. Pareil pour la santé, les travailleurs de la santé, ça fait des années qu'ils bagarrent pied à pied dans chaque hôpital, au niveau national, etc. Donc, d'un seul coup, tout le monde s'est retrouvé ensemble derrière cette augmentation de 30 pesos. Et ce qui était dit, c'était il ne s'agit pas de 30 pesos, il s'agit de 30 ans. Et oui, eh 30 ben, ans, en fait, oui. c'est les 30 ans depuis la fin de la dictature, avec la continuation du modèle hérité de la dictature. Oui, parce que je crois que c'est important, en tout cas, de rappeler à ceux qui nous écoutent que le Chili a été et continue d'être, d'ailleurs, l'élève modèle des thèses néolibérales. D'abord sous la dictature de Pinochet, et puis depuis on va dire, la fin de la dictature proprement dite, mais avec un système qui perdure, avec une même constitution, le Chili a continué d'appliquer les mesures néolibérales de privatisation à outrance, de destruction de l'État, d'atomisation des services publics, etc., etc. Je crois que c'est fondamental aussi pour de resituer ça. Et donc, ce mécontentement qui s'exprime contre tout un système politique, comment il va se cristalliser sur la constituante ou sur la volonté d'écrire une nouvelle charte suprême? Alors, là, il y a un point, enfin, je vais revenir en arrière sur un petit point, parce que depuis qu'il y a eu cette explosion sociale, la droite, le gouvernement mettent tout le temps en avant la violence. La violence, pas très définie, ça reste uniquement la violence des manifestants, la violence du système, on n'en parle pas, la violence de la répression policière. Il y a quand même eu 8500 cas de violation des droits de l'homme qui ont été enregistrés et pour lesquels les poursuites n'ont pas encore lieu. Et bon, donc, par rapport à cette violence, une des choses qu'on a beaucoup entendues dans les rues de Santiago, c'était quand on a manifesté avec l'AFP l'année dernière, on était des millions, il ne s'est rien passé, mais la manif était pacifique. Et là, on a l'impression qu'on bloque les métros de force. Eh bien, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Il y a des manifs qui brûlent 3 voitures, on en entend plus parler que tout ce qui s'est passé avant. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a une relation, je dirais, à la violence qui est très compliquée actuellement au Chili. Entre le gouvernement qui s'en sert comme d'un épouvantail et la sympathie de beaucoup de gens à l'égard des jeunes qui bagarrent contre les carabiniers, en particulier ce qu'on appelle la première ligne. Donc le débat sur la violence, il est là depuis le mois d'octobre. Et il continue aujourd'hui, la polémique sur la violence, ceux qui la condamnent, ceux qui ne la condamnent pas, etc., etc. C'est un thème politique permanent aujourd'hui au Chili. Ça, c'est une petite parenthèse. La constituante, à partir du mois d'octobre, le gouvernement a bien senti qu'il allait devoir faire des négociations, qu'il allait devoir céder quelque chose, et la droite aussi. Donc, ils ont commencé à discuter entre tous les partis, y compris le Front
El Frente Amplio, le Front Large, mais sans le Parti communiste. Et l'idée, la concession qu'a fait la droite, c'était, bon, on accepte un changement de constitution, on accepte donc un référendum, une assemblée qui va délibérer, qui va écrire une nouvelle constitution à zéro, mais et en échange, on espère bien que vous allez calmer le jeu dans la rue. Sauf que dans cette négociation sur la Constitution, n'était pas inclus le mouvement social, celui qui était le plus représentatif de ce qui se passait dans la rue. Et encore, parce qu'une autre des caractéristiques de tout ce mouvement, et je dirais plus globalement au Chili, c'est le refus de la politique. C'est le refus des politiciens. C'est le refus de ceux qui sont censés représenter le peuple. En gros, être un député ou un sénateur pour le peuple chilien, c'est quasiment aujourd'hui être un corrompu, être un vendu. Donc, on ne peut pas s'engager comme ça pour le peuple facilement. Ce n'est pas pour autant que les partis de l'ex-concertation, le Frente Amplio, etc., pourront arrêter le mouvement dans la rue parce qu'ils ont signé un texte avec la droite et le gouvernement. Et effectivement, le mouvement social ne s'est absolument pas arrêté avec cette signature. Au contraire, il a continué. Oui, puis en plus, on a vu que c'était pas, enfin, par les grandes manifestations de masse, on a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas de militants ou de sympathisants de la gauche radicale qui étaient dans la rue. Ça allait bien au-delà de ça. Il y avait une véritable volonté, je crois, au sein du peuple chilien de tourner la page de quelque chose, ou en tout cas une véritable volonté de changement. Complètement. Alors, sur le fait d'obtenir un référendum pour ou contre la Constitution actuelle, d'obtenir une deuxième question, souhaitez-vous que ce soit des délégués élus par le peuple ou désignés par les parlementaires actuels en partie qui écrivent la nouvelle Constitution? Oui, alors je te coupe, Pierre, juste je rappelle que c'est ce qui est proposé aux Chiliens et ce pourquoi les Chiliens voteront donc dans quelques jours. Il y a deux questions. La première question, c'est souhaitez-vous une nouvelle constitution? Oui, non. Et la deuxième, c'est sur le mode de fonctionnement. Donc, pour savoir si ce sont des politiciens actuels, des élus actuels qui doivent écrire la constitution ou s'il doit y avoir des élections pour élire les représentants à l'Assemblée constituante pour que ces mêmes représentants puissent élire puissent écrire la nouvelle charte suprême. Voilà, c'est ça qu'on va demander aux Chiliens dans quelques jours. Voilà. Alors, c'est vrai que tout le monde a signé cet accord sur la Constitution, sauf le Parti communiste du Chili. Et lui souhaitait qu'il y ait élection d'une assemblée constituante totalement souveraine. Parce que l'accord qui a été signé le 15 novembre, je dirais, limite, crée un cadre assez précis, étroit à la prochaine assemblée. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas une avancée, hein, mais ça veut dire que cette assemblée, par exemple, pour chaque article, devra réunir 2/3 des voix. Ce qui va être très difficile parce qu'en gros, la droite est quasiment sûre d'avoir au moins 1/3 des délégués. Sur des questions aussi importantes, la République chilienne est-elle une république unique, une indivisible, ou est-elle une république multinationale, qui est la grande question du jour? Il va bien falloir définir la République dans la Constitution. Et avec cette majorité d'1/3, ça va être très compliqué. Oui, alors, donc la droite a bien barricadé le contexte actuel pour limiter les dégâts en quelque sorte. Oui, et alors en plus de ça, il y a eu donc une loi, non, la loi 21 200,
qui systématise l'organisation de cette assemblée constituante, qui ne s'appelle pas assemblée constituante d'ailleurs, mais Non, une convention constitutionnelle. Convention constitutionnelle, exactement. Et alors effectivement, ce que tu dis est matérialisé dans cette loi, puis il y a aussi un peu plus grave, et notamment l'article 136 de cette loi. Donc, ceux qui ont l'habitude de nous regarder savent que j'aime bien aller décortiquer à la source les articles ou les rapports. Et l'article 136 de la loi 21200 donc du Chili interdit à la Convention constitutionnelle, donc à l'Assemblée constituante, de toucher un certain nombre de thèmes de l'actuelle Constitution ou des normes et des lois actuelles, et notamment en termes de défense, en termes aussi d'accords internationaux. Et ça, c'est effectivement très compliqué puisque notamment tout ce qui a à voir avec les fonds de pension, par exemple, donc le système de retraite, a à voir aussi avec des accords internationaux. Donc on voit qu'elle n'est même pas encore avalisée. Les Chiliens n'ont même pas encore voté pour savoir s'ils vont ou pas passer à une autre constitution et élire une convention constitutionnelle, que déjà, il y a des thèmes qu'ils ne pourront pas toucher, qui évidemment sont des thèmes qui sont liés aux revendications actuelles dans la rue actuellement. Alors je voudrais qu'on revienne là-dessus aussi sur qu'est-ce que comment le fait que cette assemblée constituante, qui n'est pas plénipotentiaire, qui ne s'impose pas non plus aux autres pouvoirs et qui ne mettra pas un terme aux élus une fois que celle-ci aura été écrite, aux élus donc, actuels, comment tu vois, comment est-ce possible que finalement le jeu soit un petit peu pipé? Juste avant que n'arrive le coronavirus au Chili, le 8 mars a eu lieu tout le Chili des manifestations où il y a eu 3 millions de personnes, et surtout des femmes, dans la rue. 3 millions, comparé à la population du Chili de 19 millions, ça fait une personne sur 6. C'est énorme. Imaginons qu'en France, il y ait 11 millions de personnes dans la rue, un seul jour, pour le jour des droits de la femme et des luttes des femmes. Eh bien, c'était le 8 mars et cette mobilisation a imposé la parité dans la prochaine élection. Donc, ce qui veut dire que tout n'est pas terminé avec l'élection et avec la loi telle qu'elle a été votée, parce que c'est le rapport de force au fur et à mesure qui va le déterminer. La question sur les pensions est tellement sensible qu'on ne pourra pas créer dans la nouvelle Constitution un article qui empêche de créer un système par répartition. Parce qu'en fait, c'est ça le gros problème de la Constitution actuelle, c'est qu'en quelque sorte, elle a créé des verrous. Et à chaque fois que les Chiliens ont voulu obtenir quelque chose, le tribunal constitutionnel a déclaré « Ah oui, mais ça n'est pas constitutionnel. L'État ne peut pas faire ça. Non, ça n'est pas possible. Les 40 heures, ah non, impossible, c'est anticonstitutionnel. » Donc, tous les éléments, toutes les revendications, en quelque sorte, mais les trompe-sauces, c'est la loi, théoriquement, l'État ne pouvait rien faire, c'était anticonstitutionnel. Donc, il a fallu à chaque fois bagarrer pour obtenir des lois et l'accord de tous pour qu'il puisse y avoir des avancées. Et ça va continuer pareil. Évidemment, si à partir de dimanche 25 octobre, tout le monde reste à la maison, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de grève, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus de revendication, c'est certain que la Constitution sera très mal écrite. Par contre, avec le développement des luttes, oui, il y aura certainement de nouveau des avancées qui ne sont pas prévues aujourd'hui. Enfin, il y a quelques rares personnes qui sont, je dirais, au Chili un peu jusqu'au boutiste, non, il ne faut pas aller voter, etc., parce qu'on n'a pas tout obtenu maintenant. Non, c'est un pas énorme dans une lutte qui dure depuis, je serais tenté de dire, depuis le coup d'État. Ouais. Et la chronologie des événements, c'est donc là, dans quelques jours, les Chiliens votent pour oui ou non pour une autre constitution et sur les modes d'élection
ou de rédaction de cette constitution. Et ensuite, il y aura une élection de députés à cette assemblée constituante en avril, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux revenir sur cette Exactement. chronologie électorale? Parce que l'année prochaine au Chili sera effectivement très chargée, puisque nous allons avoir l'élection à l'Assemblée constituante, plus des élections présidentielles et législatives, si je ne m'abuse. Tout à fait. À partir de cette date du 25 octobre, c'est comme si le Chili n'allait pas s'arrêter de voter pendant 1 an et demi. Parce que l'élection des députés enfin des délégués plus exactement, à cette convention constituante aura lieu au mois d'avril, en même temps que les municipales et en même temps, pour la première fois, l'élection des gouverneurs. Avant, il y aura aussi eu les primaires pour les élections des gouverneurs. En octobre 2021, en novembre 2021, auront lieu les élections législatives, celles des sénateurs, celle du président de la République, la plus importante, et auparavant, les primaires pour la présidence de la République. Les primaires, il faut préciser au Chili, c'est une organisation officielle qui se fait avec l'organisme d'État chargé de toutes les élections. Donc, tout le Chili, à partir du 25 octobre, au mois de novembre, des primaires, en avril, 3 élections importantes, en juillet l'année prochaine, etc., etc. Et à la fin des travaux de la Constituante, il doit y avoir un autre référendum, ce qu'on appelle le référendum de sortie, pour savoir si oui ou non le peuple chilien accepte la proposition de constitution qui aura été rédigée par cette convention. Donc, on a encore beaucoup d'incertitudes. Et je dirais qu'il faut y aller pas à pas. Le premier enseignement qu'on aura par rapport à tout ce qui va se passer, ça va être la participation à ce vote à ce référendum pour ou contre la Constitution. Et ensuite, deuxième enseignement, l'ampleur de la victoire. En fait, aujourd'hui, c'est clair, tout le monde sait que l'option approebo, j'approuve le changement de constitution, va être majoritaire. Mais dans quelle mesure va-t-il être majoritaire à 55% ou à 75%? Et va-t-il être majoritaire avec 50% de participation au vote ou avec 60, 70, 80? Plus il y aura de votants et plus l'option du changement constitutionnel l'emportera avec un niveau très élevé, je serais tenté de dire, meilleure sera la constitution qui sortira de cette assemblée. Oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, on peut peut-être définir, tu as dit que les Chiliens n'allaient pas s'arrêter de voter pendant 1 an et demi, donc c'est un peu le premier round, cette élection du 25 octobre, sur la Constitution. Il y a, dans les prochains processus électoraux, il y a en tout cas des surprises. Le candidat, ou le maire, le très populaire maire de Recoleta, Daniel Jadue, du Parti communiste du Chili, est passé de 6% dans les sondages à 24%. C'est un score évidemment historique. Jamais le Parti communiste du Chili n'a eu de tels résultats, même dans les années 70 ou à la fin des années 60, lorsque était en gestation le gouvernement d'Allende. Est-ce que tu pourrais revenir sur qu'est-ce que veut dire cette éclosion de Jadue comme le candidat le plus populaire à gauche? Dans l'esprit des Chiliens, les élus, en gros, c'est des corrompus qui s'en mettent plein la poche. Il y a une exception, ce sont les maires des communes, que ce soit des maires de droite, des maires de gauche, etc. Les maires sont les seuls élus qui, en quelque sorte, recueillent encore de la sympathie auprès des Chiliens, parce qu'ils sont effectivement au plus près des besoins quotidiens, qu'ils interviennent sur des choses essentielles dans les communes. Donc, les maires, déjà, ce sont les seuls dont on a une bonne opinion.
En plus, Daniel Jadot, lui, dans sa commune de Recoleta, il a mis en place un certain nombre d'éléments totalement novateurs, par exemple les pharmacies populaires. Il a créé la première pharmacie municipale et cette pharmacie arrive à faire des prix de médicaments de 30 à 50% inférieurs à ceux des pharmacies privées. Il faut savoir qu'au Chili, avec la privatisation monstrueuse qui ont eu lieu depuis les années 80, il peut y avoir des chaînes de pharmacies, comme on a ici des Auchan, des Carrefour, des Leclerc et autres. Donc, le marché pharmaceutique au Chili, ce sont en gros 3 chaînes qui dominent 95% de la distribution pharmaceutique au Chili. 3 chaînes. Les pharmacies indépendantes sont quasiment inexistantes aujourd'hui. Et ces 3 chaînes se partagent le marché. Elles ont déjà été à plusieurs reprises condamnées par le service des fraudes et de la concurrence du Chili, mais ils ont payé une amende et ils continuent. Et les médicaments au Chili sont parmi les plus chers du monde. Avec en plus le fait qu'ils ne sont peu ou pas du tout remboursés pour l'essentiel par le système de sécurité sociale actuel. Il y a, depuis Bachelet, un certain nombre de maladies pour lesquelles on a droit au remboursement des médicaments, mais ça n'est absolument pas généralisé. Donc, au Chili, dans le quotidien, vous allez surveiller le lundi, telle chaîne de pharmacie va faire une promotion sur ce médicament. Je veux dire, quand on arrive effectivement de France, ça paraît complètement fou de se dire, ah, l'aspirine et même des médicaments plus vitaux pour le cholestérol, pour l'obésité, pour la tension. Vous allez regarder les promotions qui existent entre pharmacies. C'est assez hallucinant. Et ce qu'a fait Daniel Jadot par rapport à ce système, c'est créer une pharmacie municipale qui achète effectivement en gros des médicaments sur le marché et qui les revend quasiment à prix coûtant. Ce qui montre l'ampleur des bénéfices que font les pharmacies privées. Il a réussi avec ça à faire baisser les prix des médicaments de 30 à 50%. Cette innovation est tellement populaire qu'elle a été reprise par un certain nombre d'autres communes, mais pas seulement de gauche. Il y a des maires de droite qui ont créé aussi des pharmacies populaires. Ce modèle est devenu incontournable aujourd'hui au Chili et est en train de se développer. Ce qui veut dire que même dans le contexte de l'hyperlibéralisme, la force de Jadot, c'est d'essayer d'améliorer tout de suite la vie des gens comme on peut dans le cadre du système. On va bagarrer pour obtenir ça, etc. Oui, donc on comprend qu'il soit très populaire, en effet. Du coup, on comprend qu'il soit populaire, mais du coup, il est devenu la figure centrale de la gauche, puisque dans les sondages, donc lui est à 24, le Frente Amplio, donc qui est une union de gauche, de mouvements sociaux, est à 7%, et le Parti social-démocrate est à 2 ou 3. Donc la chose qui n'existait pas au Chili auparavant, c'est que la figure centrale de la gauche aujourd'hui, c'est le candidat du Parti communiste. C'est exact. Alors, il faut bien savoir plusieurs choses. Un, il n'y a pas de candidat déclaré d'aucun parti. En fait, tout le monde attendra le printemps l'année prochaine, une fois que seront passées l'élection des délégués à la COP, etc., pour se positionner réellement. Pour le moment, je dirais qu'il n'y a que des travaux d'approche et on verra. La deuxième chose dans les sondages, c'est que le total de ceux qui ont des préférences pour des candidats de droite reste actuellement supérieur à ceux qui ont des préférences pour l'ensemble des candidats de gauche. Donc, oui, Daniel Jadot fait un très bon score, 24%, mais en quelque sorte, il mobilise la moitié de l'électorat d'opposition.
et la majorité, dans les sondages actuels, reste à droite. L'autre élément aussi qui est à prendre en compte et qui va jouer beaucoup dans les négociations entre les partis politiques dans les mois à venir, c'est que quel que soit le cas de figure des différentes primaires, s'il y a des primaires entre Frente Amplio et Parti communiste, Daniel Jadot l'emporte. S'il y a des primaires au sein de l'ex-concertation, inclut la démocratie chrétienne, mais aussi le Frente Amplio et le Parti communiste, Daniel Jadot l'emporte aussi. Donc il y a quelque chose actuellement d'incontournable dans sa candidature, et ça risque d'amener aussi bien d'un côté le Frente Amplio que la démocratie chrétienne à refuser des primaires avec le Parti communiste parce qu'il serait gagnant dans tous les cas. On est donc dans une situation qui va être complexe, et si tout le monde refuse des primaires avec le Parti communiste et dit au Parti communiste « vous êtes gentil, vous êtes merveilleux, mais voilà, vous êtes juste une force d'appoint pour voter pour nos candidats », dans le contexte actuel aujourd'hui, ça ne va pas passer. Et non, donc, pas à 24%. Sera amené à présenter son candidat. Ce n'est pas une habitude chez les communistes de présenter des candidats, et ils ne le feront que s'il n'y a pas d'autre option. Parce que, je dirais, dans l'état d'esprit des communistes, s'il y avait un candidat de rassemblement de toute l'opposition, qui soit sur des positions, je dirais, de classe, qui soit sur des positions claires et fermes par rapport au mouvement social, de soutien, d'accompagnement, de faire un gouvernement qui aille dans le sens du mouvement social, il pourrait y avoir une négociation. Mais actuellement, je dirais, en dehors de Daniel Jadot, on ne voit pas sur l'échiquier politique de candidats sociodémocrates, démocrates chrétiens et autres qui correspondent à cette définition. Il y a une sorte de vide politique de tout le centre-gauche. Et ça peut être un problème. Ok. Eh bien, écoute, Pierre, merci beaucoup pour cet éclairage, pour ces analyses. Mon petit doigt me dit que tu retournes prochainement, très prochainement d'ailleurs, au Chili. Donc, on te souhaite un très bon voyage. Merci. Avec un peu de chance, j'y suis la semaine prochaine et j'y serai pour le référendum. Avec un peu de chance. On va voir. Super. Eh bien, écoute, on te rappellera peut-être du Chili pour que tu nous livres tes impressions sur cette vie politique qui est en ébullition, foisonnante. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à partager cette vidéo pour alimenter le débat, parce qu'en plus, il y a des thèmes dont a parlé Pierre, qui sont très proches des thèmes de la réalité française, sur la réforme du système de retraite, sur on ne l'a pas évoqué, mais c'est un peu cette révolte à la gilet jaune qui part d'une augmentation des moyens de transport et qui aboutit à une remise en cause du système politique dans lequel on vit, de la constituante, etc. Donc évidemment, c'est une source de débat, pas que pour le Chili, mais aussi pour nous. N'hésitez pas à partager. Et puis, comme vous le savez, aucun milliardaire ni aucun État ne soutiennent les deux rives. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis, à très bientôt avec Pierre et avec d'autres. Merci beaucoup.